Bonsoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de nos invités en plateau, le docteur Etoa Roger et Jonathan Batengene. Nous allons retrouver un peu plus tard dans l'émission le professeur Jean-Thio Prévost depuis Montréal au Canada et docteur Nokam Ghislain à Deauville. Nous sommes en France. Jonathan Batengene, le SDF qui pense que on peut trouver dans ses rangs quelqu'un qui peut remplacer Marcel Niane Difendi. Par quelle alchimie, selon vous? C'est une véritable alchimie. C'est peut-être un rêve, bien un objectif, mais ça reste peu atteignable. Parce que lorsque vous regardez la configuration au Sénat, la dominance est majoritairement RDPC. Les possibilités même qu'un candidat du SDF prospère avec les sensibilités RDPC pro-opposition sont également faibles. En plus, il y a la fameuse discipline du parti qui prévaut toujours à RDPC. Donc, c'est un objectif qui est louable, mais qui reste difficilement atteignable. Maintenant, le SDF a bien fait de signifier l'absence du président actuel du Sénat, ou du président sortant du Sénat. Et c'est une interrogation qui se pose parce que dans le contexte institutionnel, vous savez qu'on a souvent défendu des postures républicaines. Dans un contexte institutionnel tel que, en l'absence du président, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim, il y a matière à s'interroger lorsque ce dernier lui-même n'assiste pas aux séances de travail du Sénat. Est-ce que la solidité de nos institutions est garantie par les personnes? Ça, c'est la séance d'ouverture, c'est pas... Tout à fait. Peu importe quelle soit la séance d'ouverture, c'est encore une raison de plus pour que le président fût présent pour l'ouverture des débats. Le fait qu'il soit absent, ça pose une question sur une interrogation légitime sur la solidité de nos institutions dans le processus républicain qui est défini par notre Constitution. Est-ce que le président du Sénat est effectivement quelqu'un apte à mener, à gérer l'intérim si il arrivait une situation malheureuse au président? Surtout, nous sommes dans un contexte de Covid-19 où la vie est devenue très fragile encore pour les personnes d'un certain âge. Un fil, hein? Et les risques ne sont pas exclus à tous les niveaux de nos institutions. Comment est-ce que nous pourrions gérer une telle situation si elle arrive, si jamais le président du Sénat était aussi dans l'incapacité d'assurer l'intérim? Vous voyez que... il y a le premier vice-président. Le premier vice-président, certes, mais ça ouvrira... Abdoulaye Aboubakari. Mais on en arrivera à une situation où la question institutionnelle sera fragilisée. Elle sera néanmoins fragilisée. Donc, il ne faut pas que ça arrive. On devrait penser, et le SDF a bien fait de lever cette question au niveau du Sénat, on devrait penser à la solidité de cette institution qui est la garante de l'intérim si jamais le président venait à avoir une situation malheureuse. C'est quelque chose qu'il faut résoudre pour la prochaine mandature, pour la suite des débats au Sénat. Et je crois que même les sénateurs RDPC devraient prendre cette question très au sérieux en pensant à éventuellement remplacer le président du Sénat. C'est-à-dire, vous dites que ce jour-là, les sénateurs RDPC pourraient, bien seraient obligés de voter un candidat SDF? Vous imaginez un scénario comme celui-là? Dans la mesure où ce candidat SDF a l'assentiment de tout le monde, c'est lui qu'on devrait choisir. C'est faisable? C'est faisable dans le contexte démocratique, parce qu'il s'agit, au-delà des débats partisans, il s'agit de choisir quelqu'un qui est apte à la gestion de la tâche. Au Cameroun? Au Cameroun, c'est difficilement imaginable, mais c'est faisable. Ok. Bon, voilà. Jonathan Batengene, est-ce que vous pensez que Niane Difendi, même absent, ne pourra pas être reconduit? Le Cameroun a déjà proposé beaucoup de solutions étranges. Donc, il n'est pas exclu... vous parlez de solutions étranges? Lui, il n'est pas exclu qu'en son absence, il soit proposé et puis reconduit. Parce que, malheureusement... On va voter quelqu'un qui n'est pas présent? On va élire quelqu'un qui n'est pas présent dans la salle? Malheureusement, avec le mécanisme au Cameroun de gestion des institutions,
il y a des solutions très étranges qui sont parfois adoptées. Donc, ce genre de solution, ce n'est pas à encourager, mais ça pourrait marcher avec surtout les représentants qui eux-mêmes sentent que leur légitimité est questionnable. Donc, au lieu que d'en arriver à de telles solutions qui vont rendre ridicule le pays, il serait mieux que les sénateurs RDPC, même en leur sein, pensent à un remplacement. Que cette question se pose réellement en interne pour qu'ils puissent nous proposer une solution qui reflète les aspirations légitimes du peuple camerounais aujourd'hui, qui sont de voir des gens aptes à des positions de décision. On a vu ça à une certaine époque à l'Assemblée nationale avec le député Adam Amodi. Mais depuis un certain nombre d'années, il n'y a plus ça du côté de l'Assemblée. Hein. Malheureusement, c'est ça. On parle de plus en plus. Vous pensez que dans le RDPC, quelqu'un pourrait se lever pour faire comme Adam Amodi il y a quelques années? Il y a beaucoup de personnes compétentes parmi les sénateurs. Il y a des personnes qui ont un CV assez éloquent, qui ont réalisé beaucoup de... C'est le CV qui vous amène, qui fait que vous soyez président du Sénat ou de l'Assemblée? Non, en termes de compétences, on regarde aussi le CV. Parce que si on veut évaluer la compétence d'un individu, on ne regardera pas que le nom. On regardera aussi le CV, on regardera l'intégrité morale et un ensemble d'autres éléments qui permettent d'évaluer sa capacité à décider. Maintenant, il faut faire confiance à ceux qui, au sein du Sénat, incarnent un certain renouvellement. Le président de la République, lors de son discours à la jeunesse, a parlé de la transition générationnelle. Il serait intéressant de voir qu'au Sénat, cette transition générationnelle est effectivement en cours. Et là... Elle viendra de qui? D'où? Alors qu'on parle de plus en plus de ce côté-là, discipline du parti. Si la discipline du parti vient plutôt en porte-à-faux avec le discours du président de la République, c'est dire que les militants du RDPC eux-mêmes ne sont pas des militants qui sont favorables à leur président national. Mais s'ils veulent suivre le discours du président national du RDPC, qui est en plus président de la République, il y a la question de la transition générationnelle sur le plan politique qui s'est posée. Et au niveau du Sénat... Qui doit l'impulser? C'est les jeunes eux-mêmes? D'une part, il y a des jeunes qui doivent l'impulser. D'autre part, il y a l'élite politique qui est déjà aux affaires, qui devrait encourager cette jeunesse. Et cette élite politique au sein du RDPC, qui est constituée pour la grande majorité d'anciens hommes d'affaires ou bien d'hommes d'affaires encore en exercice et d'anciens fonctionnaires, cette élite politique doit prendre fait et cause pour la transition générationnelle et proposer pour la présidence du Sénat un candidat qui a, on ne va pas dire parce qu'on ne trouve pas beaucoup de jeunes au Sénat, mais proposer le candidat qui a le plus le profil de cette transition générationnelle, c'est-à-dire l'un des plus jeunes. Il serait mieux, c'est pas faire là l'apologie du jeunisme, mais c'est encourager cette transition générationnelle qui devrait être visible. Surtout, il faut souligner, hein, il y a un médecin, la Covid-19, quand on regarde le taux de décès des personnes d'un certain âge, du 3e âge particulièrement, avec la Covid-19, il est très élevé, c'est plus de 80%. Donc, avoir un jeune ou bien quelqu'un qui est beaucoup plus jeune à la tête du Sénat, ça peut nous rassurer quant à ce que, même si le président qui lui a déjà un certain âge, et ce n'est pas malhonnête que de penser au fait qu'il puisse lui arriver quelque chose, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Si jamais ça arrivait, il faut quelqu'un dont on est sûr qu'il est même capable, en cas d'infection à la Covid, de survivre et de mener à bien la transition telle que le demande la Constitution. Docteur Etoa, il y a cette controverse qui continue, hein, qui a pris véritablement corps sur le vaccin, mais il y a des impératifs. Vous avez vu dans le reportage, les gens continuent, les chauffeurs de taxi, les conducteurs de moto continuent la surcharge. J'ai envie de vous poser cette question qui revient tout le temps. Pourquoi, au lendemain du 17 mars 2020, les Camerounais ont adhéré à ces mesures, aux 13 mesures? Pourquoi aujourd'hui, on semble faire comme si la pandémie n'existait pas? Ça vient de quoi? Ça vient de quoi, selon vous? Pourquoi les Camerounais ont l'impression aujourd'hui que on leur raconte des histoires sur cette maladie? Bon, effectivement, je pense que l'indiscipline
qui est la marque caractéristique d'un certain nombre de nos concitoyens. Et au départ, quand la maladie est arrivée, tout le monde attendait des vagues de morts. Et c'est pour ça que les gens sont un peu mis en champ de bataille. Oui. Et quand la vague n'est pas arrivée et que les morts se comptaient plutôt par dizaines ou voire moins, ils se sont dit que le pire est passé. Et donc, ils ont repris les méthodes d'avant. Mais je pense que il y a un problème de communication parce que il faut qu'on dise la vérité au Camerounais. La Covid continue de frapper. Allez aujourd'hui dans les centres de prise en charge, Orca, la Kentini, et ainsi de suite. Vous allez voir, les lits sont débordés, les médecins sont débordés. Et il faut qu'on monte ça au Camerounais. Moi, je suis pour que la communication soit beaucoup plus offensive, pour que les gens voient la réalité. Parfois, on nous accuse d'être soit très alarmistes, dit docteur, vous êtes alarmiste et tout. C'est parce que j'ai l'impression qu'on n'est même pas assez alarmiste pour dire aux citoyens que, attention, nous n'avons pas 400 morts, 1000 morts comme aux États-Unis, mais nous n'avons pas également les capacités hospitalières pour résorber dans le choc de ces pays. Nous avons un tissu hospitalier qui est faible, qui est fragile, et nous arrivons même déjà à saturation. Donc il faut discipliner les Camerounais, il faut communiquer sur la maladie. Quand vous dites discipliner, le Premier ministre est sorti le 5 mars, il a rappelé un certain nombre de choses, il a insisté sur les rassemblements de plus de 50 personnes qui sont interdit, parce il a dit que cette mesure n'avait pas été levée. Mais le même soir, on a vu des spectacles. Le lendemain, on a vu la levée de corps d'un membre du gouvernement avec plus de 50 personnes. Qu'est-ce qui explique ça? Non, je pense qu'il faut choisir clairement le mode de gestion. Il faut des sanctions. Non, il faut choisir le mode de gestion de la cité que nous voulons. Pour cette crise particulièrement, soit on met en place la responsabilité, on promeut la responsabilité individuelle, hein, ça a eu des effets. Est-ce que ça marche? On l'a dit dans ses discours. Dans certains pays. Il a dit le dernier discours du président, il appelle à la responsabilité individuelle. Dans certains pays, ça marche. Oui. Hein, dans les pays scandinaves, européens, ça marche, la responsabilité individuelle. Mais dans des pays comme le nôtre, la responsabilité individuelle ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut? Et c'est pour cela qu'il faut remettre de la discipline. Il faut mettre de la coercition pour que les gens respectent les lois, respectent les instructions. C'est-à-dire qu'il faut, j'ai presque envie de dire, il faut que les gens aient encore peur de la peur du gendarme. La peur, quand tu es tout petit, on dit que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Il faut qu'on ait encore peur de ça. Il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait des amendes. Il faut que on repasse à des méthodes qui sont beaucoup plus contraignantes. Ça, c'est pour contenir la propagation de l'épidémie. Maintenant, à long terme, ces méthodes de coercition très strictes ne sont pas efficaces sur le long terme. Elles marchent sur une courte période où vous pouvez dire aux gens et tout ça, ne sortez pas, ne faites pas ceci. À un moment, il y a un sentiment de lassitude. C'est pour cela qu'il faut penser toujours aux solutions pérennes et, qu'on le veuille ou pas, la vaccination fait partie des solutions pérennes parce que pour ce genre de personnes indisciplinées, il faut tout simplement qu'elles soient vaccinées. Ok, voilà, on va repartir à Montréal. Professeur Jantou, vous êtes là, toujours? Dites-moi, professeur Jantou, aujourd'hui, les vaccinations ont commencé il y a plusieurs mois déjà. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont déjà reçu leurs 2 doses de vaccin? Et combien de temps dure en fait l'immunité? Oui, tout à fait. Les vaccinations ont commencé ici et au Canada et ça va très vite parce que dès l'instant où les premières doses ont été administrées, il y a eu un programme pour établir le rythme de deuxième dose et ce programme a donné lieu à un espacement par rapport à ce qui était prévu en termes de intervalle selon les données de la compagnie. Mais malgré tout, on regarde quand même que 2,2% de la population
a déjà reçu une seule dose et puis 1,4% a reçu 2 doses. Donc c'est quand même un chiffre intéressant et ça nous permet de nous conforter dans les données qu'on observe cumulées aux mesures dont je parlais, les mesures de restriction. Et c'est important de voir ceci dans le contexte camerounais où je vais revenir un peu en arrière sur les données chiffrées de nombre de cas. Si on regarde la première vague de l'épidémie au Canada, par exemple, on tournait à 1500 nouveaux cas par jour. Et la deuxième vague, on est monté à 5 fois plus, donc on était avec des chiffres autour de 7500 cas par jour. Et pour le contexte camerounais, en se projetant dans un même parallèle, on est actuellement dans la première vague à 500 cas par jour et dans la deuxième vague, un peu plus de 2500 nouveaux cas par jour. Donc, si on ne fait pas attention à l'étalement de ces cas dans le temps, le système va être très rapidement saturé. Et donc, qui dit nombre de cas quotidiens dans un intervalle réduit, dit effectivement autres mesures d'approche, le respect des mesures barrières, parce que la vaccination elle seule n'aura pas un effet immédiat. Il y a une latence entre le début du programme vaccinal et l'action sur le terrain en termes d'efficacité. Voilà, merci professeur Janchou. On va aller en France. Une question personnelle, docteur Nokam. On constate de plus en plus que beaucoup de personnel de santé boudent, sont un peu réfractaires au vaccin. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Si vous, déjà, personnel de santé, vous traînez la patte, quid des autres? De la du docteur Nokam, je vous en prie. Le docteur Nokam. On va venir au docteur Nokam. On veut cette réponse. Docteur Nokam. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, on va repartir. On va repartir à Montréal. Professeur Janchou, est-ce que là-bas, comment le personnel de santé accueille la vaccination? C'est le même défi dans beaucoup de pays et ici on a la même problématique en termes d'appréhension, mais cette appréhension au fil du temps, cette appréhension au fil du temps diminue et actuellement on peut se rendre compte que beaucoup de ces personnels se font vacciner et comme je le disais en préambule, on a déjà plus de la moitié du corps médical et du personnel soins infirmiers et autres qui a suivi le programme de vaccination et c'est en train d'augmenter. Docteur Nokam, à vous. Oui, effectivement, oui. Excusez-moi, tout à l'heure, j'avais oublié d'allumer mon micro. Donc, c'est que, bon, effectivement, le personnel de santé est comme la population générale. Il y a des gens qui sont dubitatifs. Pour mon cas personnel, bon, moi, j'ai mon rendez-vous le 26 mars pour ma première dose et le 22 avril pour la deuxième dose. Je vais vous dire, autour de moi, les médecins, les aides-soignants, les infirmiers que je vois sont plutôt en attente du vaccin. Nous, par exemple, au CHU de Caen, le personnel est vacciné directement dans le service. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont entendu des informations qui allaient dans tous les sens et qui ont un peu de recul. Le médecin n'est pas différent de la population. Donc, l'objectif actuellement est de sensibiliser. Mais je pense que plus les gens seront vaccinés, plus les autres seront convaincus et vont se faire vacciner. Donc nous, par exemple, dans notre conseil de neurologue à Normandie, on conseille, quand on se fait vacciner, de faire un selfie et d'envoyer à nos patients. Donc quand je me fais vacciner, je vais me filmer, je vais envoyer mes patients pour les convaincre. J'envoie mes patients, mes infirmières, et ça permet de convaincre les gens. Donc je pense que c'est ainsi de suite qu'on pourra convaincre les gens. Le Premier ministre français, qui est neurologue, s'est fait vacciner devant la presse. Tout le monde a vu. Donc, et ça a convaincu beaucoup de gens. Et c'est comme ça qu'on pourra arriver. Parce qu'il faut dire que ce vaccin est quand même nouveau, notamment le vaccin Pfizer. C'est la première fois qu'on fait un tel vaccin sur l'être humain. Donc, c'est normal que les gens soient un peu dubitatifs. Mais au fur et à mesure, les gens seront convaincus. Il faut dire que même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne se font pas vacciner pour la grippe. Pourtant, qui ont peur du vaccin de la grippe. Donc, pourtant, ça existe depuis plusieurs années. C'est une réaction normale de l'être humain. Donc, tout ça, ça va passer.
Une dernière question pour sortir. D'abord, vous restez. Docteur Nokam, vous allez nous dire, hein, vous êtes des Africains, mais vous exercez en France et au Canada pour le professeur Njantou. Pourquoi, selon vous, le déploiement des vaccins est lent en Afrique? Qu'est-ce qui est lent? Bon, déjà, il faut dire que le vaccin, ce n'est pas gratuit. Ça coûte de l'argent. Ici, en Europe, il y a eu une mutualisation des coûts. Donc, l'Union européenne a commandé les doses pour la population européenne et après, chaque pays a pu en acheter. Donc, je pense que, bon, malheureusement, nous, en Afrique, on n'a pas fait de précommande. Il y a certains pays qui avaient participé aux essais pour pouvoir en bénéficier, comme le Maroc. Nous, au Cameroun, nous ne l'avons pas fait. Donc, il faudrait qu'on puisse trouver de l'argent pour en acheter ou qu'on puisse attendre des dons. Mais bon, l'idéal serait qu'on l'achète. Et je pense aussi qu'en Afrique, il y a eu beaucoup, je ne veux pas dire des apprentis sorciers, mais il y a eu beaucoup de vaccins bashing. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des choses, des gens qui disaient que les Européens veulent venir contaminer l'Afrique, veulent venir injecter des trucs aux Africains. On a présenté l'Européen comme le méchant qui va venir tuer la population africaine. Donc, du coup, en Afrique, il faudra du temps pour convaincre les gens. Bon, en attendant, les Européens se font vacciner. Comme je disais tantôt, ici en Europe, les gens se bousculent. Les gens négocient pour avoir les rendez-vous. Parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas vacciner tout le monde et qu'il y a des prioritaires qui sont le personnel de santé, les personnes âgées. En Afrique, moi, je conseille aux miens qui peuvent, voilà, quand il y aura possibilité de se faire vacciner, de se faire vacciner. Parce que je ne pense pas que, parce qu'on est vacciné, comme je vais me faire vacciner bientôt par Pfizer, je ne pense pas qu'avec la 5G, je serai connecté. Je ne pense pas que je serai suivi parce que je vais me faire vacciner. Donc, je vais me faire vacciner, je vais prendre une photo, je vais envoyer au mien, parce que moi, j'ai lu beaucoup là-dessus. Je suis convaincu que ça ne va pas me transformer en zombie, le fait de me faire vacciner, contrairement à ce qui se dit. Et je pense que c'est ce message-là qu'il faudrait qu'on passe à nos parents, à nos amis, à nos frères en Afrique. Et que l'État aussi puisse investir dans cela, parce que comme disait Roger et toi, c'est le seul moyen pour nous de sortir définitivement de ce futur virus. Sinon, on va se faire contaminer, et le plus de virus reste dans le corps, plus il crée de nouveaux variants, il mute, il fait des variants, et un jour, il y aura un variant camerounais, si on ne fait rien. Comme il y a eu des variants sud-africains, comme des variants précédents, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes, et trouver un moyen d'éradiquer ce virus, parce que c'est toujours mieux de marcher avec un masque, de prendre le taxi avec le masque, de ne pas d'aller au bar avec un masque. Donc, le seul moyen pour nous d'éradiquer cela, c'est ça, le vaccin, je le pense. Et voilà. Merci, Dr Nokam, pour vos explications. Je rappelle que vous êtes neurologue, vous êtes à Deauville, en France. Professeur Njantou, pour vous, pourquoi le déploiement des vaccins, pourquoi ça traîne pour l'Afrique? C'est vraiment une question d'anticipation, parce que si on se projette en arrière dans le temps, on se rend compte que les approches vaccinales actuelles remontent déjà à plusieurs mois en termes de discussion, de stratégie. Donc, lorsque les premières études ont commencé, il y a déjà eu des comités ad hoc mis sur pied pour réfléchir à comment on va établir ces programmes de vaccination. Et c'est pour ça que les premières études qui ont été faites pour décrire, caractériser les malades, visaient justement à pouvoir anticiper cela. Et une des choses qu'on a à déplorer pour ce qui est de l'Afrique, c'est qu'on manque de ces données en termes de population, comment l'épidémie a été meurtrière dans certaines catégories et comment est-ce que le système de soins peut pallier à ça. C'est pas le premier vaccin qui va être utilisé en Afrique, il y en a eu plusieurs, mais dans le cas actuel, l'urgence mériterait de mettre en place ces stratégies parce qu'on veut encore, comme je l'ai mentionné il y a quelques jours, protéger le corps médical qui est vraiment aux premières lignes et qui est exposé. Et je voudrais ici prendre une minute pour saluer tout le corps médical, ceux qui ont été au front dans les unités Covid, mais aussi ceux qui sont dans le suivi des malades. Je salue au passage une cousine, Gisèle, qui est kinésithérapeute, qui travaille fort, comme beaucoup d'autres soignants, pour continuer à s'occuper des maladies chroniques, parce que finalement, c'est aussi ça qu'on veut préserver, c'est que le vaccin va permettre de continuer à fonctionner normalement, à continuer à prendre en charge les cancers, à continuer à prendre en charge les diabètes,
et à continuer à prendre en charge toutes les autres maladies. Donc, vraiment, il faut que le gouvernement mette sur pied un comité rapide pour essayer de pallier à ça. Parce que quand le vaccin va arriver, si c'est le désordre, s'il y a des programmes qui sont faits à cet instant anarchique, ça n'ira pas. Il faut vraiment qu'il y ait un programme établi et suivi pour permettre une efficacité. Et je termine en disant que même quand la première dose est faite, il faut continuer à se protéger parce que ce n'est pas encore complètement efficace. Il faut faire le programme vaccinal entier. Jean-Thio Prévost, gastro-entérologue, pédiatre depuis Montréal au Canada. Jonathan Batengene, vous êtes pour le vaccin, mais aussi il faut tenir compte des solutions endogènes. Tout à fait. Il faut continuer avec le vaccin parce que c'est une solution, entre autres. Il ne faut pas négliger les solutions endogènes que nous avons commencé à développer. Il faut même mener des études là-dessus pour voir quelle est leur efficacité, si jamais elle en a. Et également explorer de nouvelles voies parce que la recherche scientifique, elle est très peu développée en Afrique. Mais à l'occasion de cette Covid, on a vu des unités de séquençage qui se sont développées dans 46 pays africains, entre autres le Cameroun. C'est déjà intéressant, c'est un bon début. 47 pays. Ces unités de séquençage, c'est une belle avancée dans la recherche sur la génétique. Donc, nous pouvons profiter de cette occasion pour booster notre avancée sur le plan de la recherche scientifique. Merci. Ça ne doit pas s'arrêter là. La Covid doit être une opportunité pour notre gouvernement. Merci Jonathan Batengene. Docteur, et toi, je vais dire pro-vaccin. Oui, je suis évidemment un pro-vaccin déclaré, mais je dis juste que pour ce qui concerne notre pays, j'aurais aimé, dans le meilleur des cas, qu'on choisisse le meilleur des vaccins et tout ça, qui est Pfizer, BioNTech. Mais le vaccin... Mais il coûte cher. Oui, il coûte cher. Le vaccin, il y a des enjeux sanitaires, c'est-à-dire que quel est le vaccin qui est le plus efficace. Il y a des enjeux économiques, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont investi... Il y a aussi un problème de conservation, hein. Oui. Pfizer et BioNTech. Exactement. Ça veut dire que non seulement il coûte cher, mais il y a des problèmes de logistique. Oui, ensuite, il y a des enjeux, les vaccins, des enjeux économiques, parce qu'il y a des gens qui ont investi de l'argent dessus. Ils attendent un retour sur investissement, et notamment les firmes pharmaceutiques. On est dans un monde libéral. Ensuite, enfin, il y a des enjeux géopolitiques. Aujourd'hui, vous voyez bien que les pays qui produisent les vaccins sont en train d'utiliser le vaccin comme une arme d'influence. Ouais. Vous voyez par exemple la Chine ou la Russie se baladent avec leur vaccin, ils récupèrent des morceaux de territoire que d'autres pays, d'autres puissances comme la France n'ont pas pu produire. Vous voyez, Macron, je reviens tout le temps, il faut qu'on donne les vaccins à l'Afrique. Ouais. Il veut bien, mais il ne peut pas. Mais plus tard, ils seront obligés, j'ai un peu dit sortir cette note d'espoir, ils sont obligés de nous aider, entre guillemets, parce que le nationalisme vaccinal a des limites. Ils savent que même s'ils sont protégés par la vaccination, les pays du Sud ont également besoin d'être protégés parce que c'est là où ils délocalisent leurs entreprises et si les pays du Sud continuent d'être infectés, le virus va reprendre le chemin inverse pour aller les infecter. Merci. Donc on attend la vaccination. Voilà, merci docteur et toi, merci à vous également Jonathan Batengene, merci au professeur Jean-Thio Prévost, merci au docteur Nokam Ghislain depuis Deauville. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, d'où maintenant.